Le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris part ce matin à la cérémonie de prestation de serment du président et de la vice-présidente de la commission de la CEMAC. Ils sont investis pour un mandat de 5 ans. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, a convoqué ce matin le représentant de l'UNICEF au Tchad, Bruno Maes. Il s'agit de faire le point sur la crise alimentaire dans la bande sahélienne. La CONAM, Commission nationale d'affectation et de mutation, est à pied d'œuvre depuis hier sur les dossiers d'affectation des enseignants. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le nouveau président de la commission de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Pierre Moussa, et la vice-présidente de la dite commission, Rosario Bazogo, ont prêté serment ce matin pour un mandat de 5 ans. Cette cérémonie de prestation de serment s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères en présence du président de la République, Idriss Déby Itno. Né à Brazza en juillet 1941, Pierre Moussa est élu nouveau président de la CEMAC lors du dernier sommet des chefs d'État de la dite institution tenu à Brazza au Congo du 24 au 25 juillet 2012. Il sera épaulé dans ses tâches par Rosario Bazogo, élue aussi vice-présidente. Pierre Moussa, qui est économiste de formation et détenteur de nombreuses distinctions, a débuté sa carrière en 1978 comme secrétaire général au plan. Il a occupé ensuite plusieurs postes de responsabilité dans son pays et devient en 1990 Premier ministre par intérim. Il a quitté en juillet dernier le poste du ministre d'État, coordonnateur du pôle économique pour présider aux destinées de la CEMAC. Madame Rosario, la vice-présidente de la CEMAC des nationalités équato-guinéennes, est aussi pleine d'expérience. Après l'obtention du baccalauréat littéraire, elle a effectué des études universitaires à Moscou, dans la Fédération de la Russie. À sa sortie, elle entama sa toute première carrière comme assistante personnelle du Premier ministre équato-guinéen. Commença alors une carrière bien remplie. Leur prestation de serment devant la Cour de la justice de la CEMAC s'est déroulée en présence du président de la République, Idriss Déby Itno. De remplir fidèlement et loyalement les charges de ma fonction. Et loyalement les charges de ma fonction. Le président Idriss Déby Itno n'a pas manqué de souhaiter plein succès à la nouvelle équipe. Cette nomination intervient suite au principe de la rotation intégrale au poste des dirigeants des différentes institutions de la CEMAC prôné par les chefs d'État. C'est un reportage signé Nouba Doumbay Talomati. À l'issue de la cérémonie de prestation de serment, le président et la vice-présidente de la commission de la CEMAC ont animé une conférence de presse. Les dossiers économiques de la communauté, l'intégration sous-régionale et les questions relatives à la paix et à la sécurité dans l'espace CEMAC sont au nombre des préoccupations des journalistes. La synthèse de cette conférence de presse est signée Kadnouba Théophile. Le nouveau patron de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, Pierre Moussa, et son adjointe Rosario Bazogo Kung Guidang ont, au cours de cette conférence de presse, tracé les grands axes de leur mission. Une mission qui ne s'annonce pas facile, surtout que le programme économique de cette institution sous-régionale vise à promouvoir un développement harmonieux des États membres. À Bangui, en 2010, les chefs d'État de l'Afrique centrale avaient adopté un important plan de développement de la zone CEMAC, appelé PR, Programme économique régional, pour la réalisation de cet important plan. Donc, il nous appartient maintenant de faire en sorte que la réalisation, l'exécution du programme économique et régional soit vraiment au cœur de nos préoccupations. Répondant aux préoccupations des hommes des médias relatives à la sécurité et à la libre circulation des biens et des personnes, le président et la vice-présidente de la commission de la CEMAC ont précisé qu'ils ne ménageront aucun effort pour que cela soit une réalité au niveau de chaque État de l'institution. Nous avons le chantier de la libre circulation. En tout cas, ma collègue et moi, nous en faisons notre affaire parce qu'on ne peut pas concevoir une communauté où les citoyens, n'est-ce pas, ne circulent pas librement, ne se brassent pas, ne se connaissent pas. Donc il nous faut en effet faire en sorte que
la libre circulation des personnes soit effective. Et avec elle, bien sûr, le passeport CEMAC. Pierre Moussa et Rosario Bazogo vont prendre service le 7 septembre prochain à Bangui, en République centrafricaine, où se trouve le siège de cette institution sous-régionale qui regroupe le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Le premier conseiller de l'ambassade des États-Unis au Tchad, à la tête d'une forte délégation composée des experts américains, a été reçu ce matin par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Kourtou. Au centre des entretiens se trouvent des questions relatives à la coopération dans le secteur de l'économie. Les détails avec Anastasie Pissi. Le Tchad et les États-Unis renforcent leurs liens d'amitié et de coopération. Pour renforcer leurs liens de coopération, le premier conseiller de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, accompagnés des experts venus de Washington, ont été reçus par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Kourtou. La délégation américaine est venue discuter avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale sur des questions économiques du Tchad. Les États-Unis d'Amérique envisagent financer les secteurs vitaux du Tchad afin de contribuer au développement socio-économique du pays. Nous sommes un partenaire de Tchad, un partenaire pour le développement et puis pour toutes les choses économiques et surtout pour les choses commerciales aussi. Nous voulons augmenter des échanges économiques entre les deux pays et ici, ils sont en train d'explorer des possibilités d'augmenter le niveau d'échange entre les deux pays. Les possibilités d'annulation des dettes du Tchad en particulier et celles d'Afrique en général ont fait également l'objet des échanges. Sur convocation, le représentant de l'UNICEF au Tchad, Bruno Maes, a été reçu cet après-midi par le ministre de la Communication et de l'Information, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Le tête-à-tête entre les deux hommes porte essentiellement sur la crise alimentaire dans la bande sahélienne. Adoumbi Hortense nous en dit plus. C'est sur convocation du ministère de l'Information et de la Communication que le représentant de l'UNICEF au Tchad, Bruno Maes, a eu des échanges avec le porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Les deux personnalités se concèdent sur le sort des enfants qui subissent de plein fouet les effets de la crise alimentaire dans la bande sahélienne du Tchad. Les deux parties entendent cheminer ensemble pour vaincre la malnutrition. Il ressort de ces échanges que des efforts considérables sont déployés par le gouvernement et l'UNICEF pour apporter une réponse d'urgence contre ce mal. Les centres de traitement de malnutrition sont créés progressivement dans la bande sahélienne du pays. Pour l'heure, environ 230 centres sont disponibles. L'objectif visé, c'est d'atteindre la marge de 400 centres pour absorber toute la masse d'enfants victimes de la malnutrition. Déjà, 86 000 enfants sont identifiés et traités. C'est un succès, effectivement. À l'heure où je vous parle, 86 000 enfants âgés de moins de 5 ans au Tchad, particulièrement dans la bande sahélienne, ont pu être identifiés et ont pu être traités. Et donc, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, le ministère de la Santé, et je pense toujours beaucoup aux paramédicaux et aux agents de santé qui sont dans les centres de santé, les centres nutritionnels, accompagnés de l'UNICEF, mais d'une vingtaine d'ONG aussi, ont permis d'empêcher le décès de ces enfants et ont permis d'empêcher à ce que ces enfants vivent difficilement des impacts très négatifs d'une malnutrition aiguë sévère qui risque parfois de les handicaper à vie. Pour le ministre de l'Information et de la Communication, des efforts sont faits, certes, mais il faut une synergie d'action pour plus d'impact. Il promet à cet effet l'apport de la presse. C'est au gouvernement de la République du Tchad de rendre publique cette information et non à un partenaire de rendre publique une information qui concerne le Tchad. Les partenaires nous viennent en appui et d'ailleurs nous apprécions à juste valeur, à juste titre la valeur de cet appui. Mais tout ce qui se fait dans le domaine de la communication ne doit pas nous échapper. Ensuite, nous voudrions aussi vous faire savoir, monsieur le représentant de l'UNICEF, que notre département est disposé à vous ouvrir les pages de l'info, les micros de la radio et de la télévision pour passer tout ce qui est comme message
qui va dans le cadre de la sensibilisation, de l'hygiène, de l'assainissement, en fait, dans votre domaine d'intervention de l'enfance, de la femme, de la mère de l'enfant en tant que tel. La synergie d'action pourra, à n'en point douter, contribuer à sauver la vie des enfants souffrant de la malnutrition. Constater les dégâts causés par les pluies dans les arrondissements de la capitale, c'est l'objet de la descente du ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale, son collègue de l'aménagement du territoire et le gouverneur de la ville de N'Djamena cet après-midi dans 4 arrondissements de la capitale. Un reportage de Gandatao Amia. Le projet de développement urbain et d'amélioration de l'habitat pour le premier arrondissement, celui d'extension de lotissement dans la zone nord-est de N'Djamena en main, la ministre de l'Action sociale, le ministre de l'Aménagement du territoire, le gouverneur de la ville de N'Djamena prennent la mesure de l'ampleur de la tâche qui les attend. Des rues difficilement ou pratiquement inaccessibles, des carrés entiers envahis par les eaux de pluie, des maisons écroulées laissant un bon nombre des habitants sans abri. C'est le constat fait par l'équipe gouvernementale lors de la descente dans le 1er, 10e, 8e et 7e arrondissement de la capitale. Nous avons vu dans quelle situation les victimes se trouvent sans abri, parce que les maisons sont presque carrément par terre. Et il y en a même qui ont quitté complètement presque un carré ou un quartier pour se retrouver quelque part ailleurs dans les abris de fortune. Et là, ça donne une matière à réflexion. Dans l'immédiat, la ministre de l'Action sociale et le ministre de l'Aménagement du territoire entendent prendre des mesures qui s'imposent. L'évaluation qui serait faite immédiatement permettra d'abord une première action à l'Action sociale de pouvoir venir au secours afin d'assister ces populations aussi dans des situations si malheureuses que nous avons été tous témoins. Pour parler au plus pressé, nous allons remettre en marche la station de pompage de Goudi, parce que tous les collecteurs sont connectés à cette station et à ce jour, il y a une seule pompe qui marche sur 4. Donc ce qui fait que les eaux reviennent sur leur nid de départ. Donc il y aura ce travail-là qui sera fait et nous allons très rapidement remettre en marche cette station de pompage de Goudi qui va permettre donc de décongestionner un peu même les zones de rétention d'eau. En attendant la mise en œuvre du schéma directeur d'urbanisation de la ville de N'Djamena, les habitants de ces différents arrondissements doivent se frayer leur propre passage pour atteindre leur domicile et vaquer à leurs occupations. Les fortes pluies qui s'abattent sur le pays ces derniers temps sont également à la base des inondations qui ont causé plusieurs dégâts dans le département du Barazoum, chose vue avec Innocent Kilayo. Le bilan présenté par les membres des 2 missions relatives aux inondations dans la sous-préfecture de Mouraï, département du Barazoum, est alarmant. 39 villages touchés, 4041 sinistrés. Il y a eu également des pertes en vies humaines. La mission a dénombré 11 décès. Pour les pertes en culture, le tableau est énorme. L'on parle de 3223 hectares de champs inondés. En plus de ce bilan sombre, vient s'ajouter les cas de maladies telles que la dysenterie amébienne, la fièvre typhoïde et autres maladies respiratoires. Les membres de la mission des zones sinistrées du département de Barazoum ont déploré que le nombre des sans-abri augmente chaque jour et qu'ils sont exposés à des multitudes de maladies. Les autorités administratives, les chefs traditionnels ainsi que les responsables des ONG de la région du Salamat font face à une situation jamais connue dans la région du Salamat. Pour l'instant, un appel a été lancé par les autorités régionales du Salamat envers les personnes animées de bonne volonté. Leur appui apportera un plus à l'équipe de la Croix-Rouge qui se trouve déjà sur le terrain. Revenons à N'Djamena pour signaler que du 27 au 30 août 2012 se tient au CEFOD la 16e édition de la CONAM, Commission nationale d'affectation et de mutation du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique. Au cours de ces assises, les délégués régionaux vont statuer sur les dossiers d'affectation des enseignants. Le point est avec Ganda Tao Grangacham Irima. La Commission nationale d'affectation et de mutation CONAM 16e édition est une structure qui regroupe les cadres du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique.
Créée le 2 novembre 2011, la CONAM a pour mission de donner des orientations en matière de gestion des ressources humaines en général et en particulier la répartition du personnel enseignant. Le taux d'accroissement des élèves du fondamental et des apprenants en alphabétisation est très élevé ces dernières années. Cette demande d'éducation implique nécessairement une croissance des effectifs d'enseignants avec des incidences sur le budget de l'État. Il s'agit de mieux orienter les ressources humaines en fonction des besoins des établissements publics sur l'ensemble du territoire. Le succès d'une administration moderne dépend de sa capacité à acquérir et surtout à utiliser efficacement les ressources dont elle dispose pour assurer le fonctionnement normal de ses services et parvenir aux résultats. La 16e édition de la Commission nationale d'affectation et de mutation, CONAM, se veut une plateforme qui réunit les délégués régionaux. Elle offre l'opportunité de passer au pain fin les 500 dossiers inscrits à l'ordre du jour, prévus pour la prochaine rentrée scolaire. Dans le cadre de la promotion des initiatives des jeunes, le Fonds national d'appui à la jeunesse organise une session de formation des encadreurs nationaux des jeunes en entrepreneuriat. Il y a au total 50 encadreurs qui sont en formation. Les détails avec Adoum Abdelkader. En 2010, ces encadreurs se sont retrouvés pour cerner les objectifs du Fonds d'insertion des jeunes filles. Aujourd'hui, c'est au tour de ceux du Fonds national d'appui à la jeunesse, FONAGE. L'une comme l'autre, ces organisations font la promotion du potentiel jeune, une vision à laquelle le président de la République y attache du prix. C'est pour amener les jeunes à y adhérer que se justifie cette formation des encadreurs. Ils représentent les 22 régions du pays. Ils sont censés vulgariser cette vision auprès de cette composante de la société dans leurs localités respectives. L'objectif est de rendre plus accessible cette politique d'insertion des jeunes dans la vie active, selon le directeur général du FONAGE, Bohid Maguine. Et ces encadreurs seront mieux outillés en cette session de formation pour aider les jeunes âgés de 15 à 35 ans dans leurs initiatives. Le FONAGE et le ministère en charge de la jeunesse voudraient outiller les cadres de jeunesse et renforcer leurs capacités afin d'intervenir auprès des jeunes dans l'élaboration de leurs projets d'insertion socio-économique et leur accompagnement par des actions de collecte de données, de suivi, d'orientation et de conseil dans la gestion des projets. Et justement, dans son plan d'action, le FONAGE prévoit la création des agences et une tournée dans toutes les régions du pays. Une cérémonie de restitution des rapports de mission s'est déroulée ce matin au ministère de la Justice. Il s'agit de la restitution des données judiciaires collectées dans les juridictions de N'Djamena et dans celles du nord-ouest du pays. Adef Ahmad Benrama nous en dit plus. Les missions de collecte des données judiciaires effectuées dans les juridictions de N'Djamena et du nord-ouest du Tchad ont permis de relever des efforts fournis, mais aussi des manquements et des dysfonctionnements. De nombreuses données ont montré que beaucoup de procès-verbaux relatifs au jugement sont restés sans suite. Dans certains tribunaux, il se pose aussi un problème de collaboration avec l'administration territoriale, des détournements des fonds, des difficultés de stockage des données judiciaires et la liste peut s'allonger à l'infini. Au tribunal de première instance de N'Djamena, à la juridiction du 6e arrondissement par exemple, il a été observé que ces structures mènent d'intenses activités. Il a été constaté, surtout avec la nouvelle dynamique des réformes, qu'au niveau de la justice, on a quelquefois un problème de fonctionnement réel. Et c'est pourquoi les hautes autorités ont voulu qu'il y ait un remis-ménage. Selon le directeur général, les missions effectuées ont des enjeux importants. Lors de notre descente sur le terrain, les concernés, les intéressés eux-mêmes, ils se demandent, ils se posent des questions. Que voilà, vraiment, c'est vraiment une initiative, c'est une nouvelle initiative, puisque par le passé, ils ne savent même pas si ce qu'ils font répond vraiment à l'attente ou est-ce qu'il y a un contrôle ou il n'y a pas un contrôle. Mais avec cette mission, beaucoup nous ont affirmé que vraiment sans mission de contrôle, les gens ne feront pas leur travail comme il se doit. Parce que par le passé, il y a un laisser-aller. Les recommandations formulées portent entre autres sur les rappels à l'ordre, la définition des limites de compétences et des missions d'échange constant pour assurer le suivi et évaluation des actions et pérenniser les acquis.
Éthique et déontologie de la médecine traditionnelle, c'est le thème de la formation des membres de l'association des tradithérapeutes du Tchad qui s'est ouverte ce matin à l'Institut des sciences de la santé et de l'assainissement. Marale Joséphine nous fixe sur les détails. C'est pour se perfectionner et mieux prendre en charge les malades que ces praticiens organisent cette session de formation. Ils sont venus des différentes régions du pays pour partager leur savoir-faire. Le code d'éthique des praticiens de la médecine traditionnelle et la bonne pratique d'hygiène et de fabrication des recettes traditionnelles sont autant de thèmes qui seront débattus par les participants. En plus de ces thèmes, la prévention et le diagnostic du paludisme, l'une des causes de la mortalité infantile au Tchad, sont également au menu. Pour le président du comité d'organisation, Abdelrahman Modou Mahamad, la présente formation va contribuer à la valorisation de la médecine traditionnelle au Tchad. Le formateur Brahim Boué Ochom salue cette initiative qui va permettre aux participants de mieux collaborer avec leurs collègues de la médecine conventionnelle. Le représentant du ministre de la Santé publique, pour sa part, soutient que la médecine traditionnelle retient l'attention du gouvernement. Votre détermination nous amène à comprendre combien vous œuvrez pour valoriser votre profession en faisant l'intégration des valeurs ancestrales en appui à la politique de l'authenticité de notre identité culturelle prônée depuis toujours par le gouvernement du Tchad. Le représentant du ministre de la Santé publique, Roengalao Ndondo, exhorte les participants à plus d'attention quant aux enseignements qui leur seront donnés afin de bien jouer leur rôle. À l'étranger, il sera question avant tout de la République démocratique du Congo qui déclare la guerre contre les sachets en plastique. Les sachets en plastique sont faits à partir des sous-produits du pétrole et dans l'environnement et constituent une nuisance majeure. Le récit de Anne-Christine Roth. Des sachets, encore des sachets. Ils font partie intégrante de la vie des Quinois. Le problème, c'est qu'ils finissent n'importe où, de préférence par terre. Et dans une ville de plus de 9 millions d'habitants, ça donne ça. À certains endroits, la couche imperméable empêche l'eau de s'écouler. Alors le gouvernement congolais a pris une mesure drastique. Fini les sacs plastiques. Plus question de les produire ni de les importer. Les fabricants ont 3 mois pour passer aux sachets biodégradables. La capitale Kinshasa, c'est la vitrine de la République démocratique du Congo. Il faut que la propriété y règne totalement. Cette usine, elle, s'est déjà adaptée. Grâce à un additif qui permet de produire des sachets biodégradables, 6 mois, et ils disparaissent. L'inconvénient, c'est que ce produit coûte cher et pèse lourd sur l'étiquette finale, 25 à 30% de plus que pour un sac plastique normal. Les acheteurs se sont posé des questions, ils ont pris peur et tout. Et comme vous pouvez le voir, plus de 80% de l'usine en ce moment est à l'arrêt en chômage technique, dû notamment à cette décision. Sur ce marché, les commerçants écoulent leur tout dernier sachet. Bientôt, eux aussi devront passer au sac biodégradable. On ne peut qu'obéir à l'État. Comme on nous dit qu'on va interdire les sachets parce que ça salit la ville. Le Gabon, le Rwanda, plusieurs pays africains ont déjà déclaré la guerre aux sacs plastiques, même ceux qui portent les couleurs de Barack Obama. L'Afrique en bref nous conduira en Angola, au Rwanda et en Libye. Le tour d'horizon de l'actualité africaine est signé Mathilde Bournic. Le principal parti de l'opposition en Angola appelle à des élections démocratiques. À quelques jours de l'élection générale, les partisans de l'UNITA se sont rassemblés par milliers à Luanda. Nous allons demander des élections dans les règles pour tous les Angolais. Et nous les appelons à voter pour l'UNITA afin de changer la situation dans ce pays. Un changement attendu par l'opposition. Le président José Eduardo dos Santos est au pouvoir depuis 33 ans. Plusieurs mausolées musulmans ont été attaqués en Libye par des islamistes.
Comme ici à Zliten, où une bombe a sérieusement endommagé le tombeau d'un théologien soufi du XVe siècle. À Tripoli et à Misrata, 2 autres sanctuaires ont été la cible d'attaques similaires. Les intégristes s'opposent à la vénération des saints qu'ils jugent contraires à l'islam. À Zliten, la bibliothèque a été en partie détruite. Le président de l'Assemblée nationale libyenne a dénoncé une atteinte au patrimoine et à la culture. Après la République démocratique du Congo, Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères, est au Rwanda. Il s'est rendu dans le camp de réfugiés de Nkamira. Ici, plusieurs milliers de Congolais sont en transit après avoir fui les combats du Nord Kivu. Didier Reynders a rencontré les responsables de l'ONU qui s'occupent de ces populations et a écouté leurs témoignages. Il s'est dit horrifié par les violences. Il faut que le Rwanda participe à cette lutte contre les principaux groupes rebelles, je pense en particulier au M23, qui s'est réfugié, localisé le long de la frontière. Le ministre belge soutient l'idée d'une création par les pays de la région d'une force capable de stopper la rébellion. Dans le monde en bref, il sera question du Venezuela, d'Israël, de l'Italie et de la Corée du Sud. Marie Guyard nous fait la synthèse de l'actualité internationale. Au Venezuela, les pompiers ont réussi mardi à éteindre le feu dans les 3 réservoirs de la principale raffinerie du pays qui était en flammes. Selon un dernier bilan, 48 personnes ont trouvé la mort samedi sur ce site dans l'explosion due à une fuite de gaz. Le complexe est situé dans une zone où habitent les ouvriers de la raffinerie et des familles pauvres installées dans des bidonvilles. Plus de 200 maisons avaient été touchées par l'onde de choc de l'explosion. Les causes de la fuite de gaz reste inconnu, alors que le manque d'entretien et d'investissement dans les 5 raffineries du pays sont pointés du doigt. Le typhon Bolaven a fait 12 morts et une dizaine de disparus lors de son passage mardi sur la Corée du Sud. 2 bateaux chinois ont fait naufrage, une partie des pêcheurs a pu être secourue, d'autres ont pu regagner la rive à la nage. 5 corps ont été trouvés, mais 12 pêcheurs étaient toujours portés disparus mardi et les chances de les retrouver sains et saufs dans une mer démontée semblaient bien minces. Bolaven est l'un des plus puissants typhons observés dans la région depuis 60 ans. L'aviation israélienne a mené mardi 3 raids contre des camps d'entraînement du Hamas dans la bande de Gaza. 2 femmes ont été blessées. Dimanche, des Palestiniens avaient tiré 4 roquettes sur le sud d'Israël sans faire de victimes. Les tensions sont récurrentes à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste du Hamas. Depuis dimanche soir, une trentaine de mineurs occupent une mine de Sardaigne. Ils espèrent en empêcher la fermeture et demandent au gouvernement italien de relancer la filière du charbon. Les mineurs déterminés auraient en leur possession 600 kilos d'explosifs. La mine, qui emploie 463 personnes, a déjà été occupée 3 fois, dont une fois pendant 100 jours. Point final à cette édition. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve demain à 16h et à 20h. Au revoir.